débat, les médias, on est ensemble jusqu'à midi. Oui, je vois vendredi 31 juin. Non, on n'est pas le 31 juillet, on est le 1er juillet. Et ben alors, c'est les vacances. C'est les vacances. Éric Coquerel aux finances, la mission flash aux urgences. On a envie de dire tout ça pour ça. Pénurie de main d'œuvre. Est-ce qu'il va falloir songer à augmenter les salaires et si oui, comment faire? Et puis que peut-on attendre du remaniement qui sera proposé par Elisabeth Borne? Tous ces sujets avec vous, avec Alexandre Malafaye, président du think tank Sinopia, Noémie Alioua, essayiste, journaliste pour i24 News, votre dernier livre paru aux éditions du Cerf, Les uns contre les autres. Le sous-titre, on ne le met jamais. Du vivre ensemble ou vivre séparé. Voilà, du vivre ensemble. À travers la ville de Sarcelles. Voilà, merci beaucoup, du vivre ensemble au vivre séparé qui est plus que jamais d'actualité. Et puis Alex Darmon, journaliste politique, votre chaîne Les Indices est disponible sur YouTube, chaîne de débat politique. Et nous attendons Najwa El Haïty. Commençons avec vos coups de cœur, vos coups de gueule. Alexandre, on va commencer avec vous. D'abord, un coup de cœur pour votre t-shirt. Vous portez le modèle Zelensky, donc c'est très chouette. Je n'ai même pas fait exprès, vous voyez. Ouais. Non, alors un coup de cœur sur l'émission d'hier soir. Non pas celle qui a été consacrée à Emmanuel Macron en première partie de France 2. Le spot de pub. C'est ça, le spot de pub sur lequel j'aurais beaucoup de choses à redire. Mais vous pouvez le dire parce qu'on a posé la question à nos auditeurs. Est-ce que c'était un coup de com'? Est-ce que ça a été diffusé de façon un peu précoce? Et puis surtout, est-ce que c'était vraiment de la je pense propagande? Que c'est toujours intéressant de voir les coulisses, l'envers du pouvoir. En effet, il y a quand même un certain nombre de séquences où on voit bien qu'ils sont en vraie réunion de travail. Évidemment, ils coupent les caméras quand ils parlent des choses sérieuses. Il ne faut pas croire que ce qu'on a entendu hier soir, c'était l'essentiel des négociations avec parfois beaucoup de superficialité. Bon, ça va, toi, ça va. Ok. Donc je pense que voilà. Après le coup de com', moi j'ai été fasciné aussi par le fait qu'il est totalement seul à parler, quoi. Et personne, tous les autres sont potiches, pardon. Ouais. C'est très étonnant. Potage et potiche. Oui, peut-être potage parfois, mais rarement avec lui, je pense. Voilà. Donc j'ai pas été très amateur de cette séquence. Je pense que c'était pas le bon moment en tout cas, parce que en plus ça montre qu'ils sont arc-boutés et archi leaders sur les sanctions. Je pense qu'un jour on se rendra compte que les sanctions ont posé et poseront quelques problèmes et que peut-être qu'on nous les reprochera très sévèrement, mais on en reparlera plus tard. Par contre, j'ai trouvé que la deuxième émission avec Jean Castex c'était très sympa. Là pour le coup, les derniers jours de Jean Castex à Matignon, c'était super chouette, c'était très bien filmé, on était vraiment dans son intimité. Il est, pour ceux qui l'ont croisé, il est vraiment comme ça en vrai, comme ça dans ses réunions de travail, comme ça dans la rue. Voilà, c'est une bonne patte et j'ai trouvé que c'était plutôt sympa. Bien sûr, on n'a rien appris de confidentiel, mais on a quand même vu comment le mec fonctionnait vraiment, quoi. Et il n'y avait pas peut-être le même comédie ou mise en scène que ce qu'on a vu avec Emmanuel Macron dans le reportage précédent. Et très sincèrement, en regardant ça hier soir, en voyant ce personnage qui montre qu'il a une véritable épaisseur, qu'il a quelque chose en lui, qu'il est très naturel, je me disais tiens, en rêvant un peu, voilà un garçon qui ferait un bon président de la République. Voilà quelqu'un qui nous ferait, qui est humain, qui est sincère, qui est simple. Voilà quelqu'un qui nous. Pourtant, il a été quand même très taclé quand il a été Premier ministre. Mais disons qu'il était inexistant. Oui, qu'il était inexistant, qu'il n'était pas au niveau. Il a choisi cette place. Je crois qu'il a fait le job, tout le monde le reconnaît. Il est quand même d'une compétence extraordinaire parce que sinon il n'aurait pas tenu plus de 2 ans comme il a tenu. Il a fait le job. En plus, lui, il dit j'ai passé une bonne expérience, alors que tous les autres se disent je suis rincé de chez rincé. Voilà. Et aujourd'hui, il prend du recul. Il a raison. Et je pense qu'en effet, ça pourrait faire. Si on cherche quelqu'un qui a cette espèce de patte humaine, qui a une connaissance, une expérience et qui est capable d'être beaucoup moins clivant que les autres, moi je dis banco. Oui, vous l'avez regardé? Vous avez regardé, Alex? Très honnêtement, j'ai pas regardé. Maintenant, moi, je baigne un peu là-dedans, donc je sais que. Vous savez comment c'est fabriqué, tout ça. Exactement, comment c'est fabriqué, et ça repose sur des personnages qui sont effectivement sympathiques, qui ont envie de donner des choses, et Jean Castex a sans doute envie de donner des choses. Mais juste pour m'inscrire un peu en faux avec ce que vous dites, c'est intéressant effectivement d'avoir un président qui soit peut-être aussi humain que Jean Castex. Mais la dernière fois qu'on nous a proposé ça, c'était François Hollande. Un président normal, ça n'a pas fonctionné. Ça a été une catastrophe. Et pas sans juger l'action, parce que l'action, il y avait un contexte qui était particulier, il y a eu les attentats, puis finalement il a quand même fait des bonnes choses. Comme souvent avec le temps, on se rend compte que c'était pas un si mauvais président que ça. En revanche, ce côté humain, ce côté normal ne peut pas coller à la fonction présidentielle. Et donc moi j'ai un peu de mal en disant que Jean Castex, qui d'ailleurs a été
très clair, ne veut pas être président, Non. a toujours dit qu'il ne voulait pas se présenter à la fonction présidentielle, puisse un jour être candidat à la fonction On suprême. a le droit de rêver d'avoir quelqu'un de sympa. Bien sûr, mais vous avez raison. Ouais. Et il me semble que justement les personnages comme Jean Castex ne sont que des seconds couteaux, ils ne peuvent être que cela, même s'il est tout à fait sympathique. Pour tout vous dire, je l'ai croisé dans le marché du 15e arrondissement de Paris, moi il y a aussi. peine 2 jours après On qu'il habite ait le même quitté quartier alors. Matignon, sans doute pas très loin de ses studios. Et je l'ai croisé, il était avec une boîte de gâteaux, un petit polo rouge, il était tout souriant, tout guilleré. Sans garde du corps. C'est Il, un il personnage les a renvoyés. Il les a renvoyés, il a dit qu'il voulait pas de garde C'est un du personnage corps. sympathique, mais justement, c'est ce genre de personnage dont ont besoin les présidents, parce que ce sont aussi des fusibles, on le sait, Ouais, ce sont qui des fusibles éjectables. Ouais, qui sont. Mais bon, non, moi non plus, j'ai pas vu celle de Jean Castex. Il faut la regarder. Voilà. Alex Darmon. Oui, moi, c'est une information que j'ai lue hier soir, comme quoi le Rassemblement national, par la demande de sa présidente Marine Le Pen, voulait se déplacer dans l'hémicycle et ne plus être à l'extrême droite. Franchement, c'est un coup de gueule parce que depuis 4 jours, 5 jours, depuis la rentrée des classes à l'Assemblée nationale, c'est vraiment pour le coup la rentrée des classes en fait. Ouais. On est en CM2 et il y en a une qui veut pas serrer la main à l'autre, Daniel Obono qui veut pas serrer la main à Julien Audoul. Il y en a un qui est le plus jeune député qui au moment du vote décide de choisir à qui il serre la main. Une qui veut se déplacer, qui veut changer de place, aller au premier rang. Enfin bref, c'est vraiment n'importe quoi. Tout le monde nous dit il faut faire preuve de compétences, de sens républicain. Tout ça. Là, on est au pays des bisounours et personne n'a envie de faire de politique en vérité. Et donc, en plus, je trouve que le symbole, qu'est-ce que ça veut dire le symbole de vouloir se déplacer et de vouloir aller ailleurs à l'Assemblée nationale? C'est une histoire, la politique Bien aussi. sûr, bien Il faut sûr. garder son histoire. Après qu'on veuille, c'est le summum de la dédiabolisation si elle veut, mais qu'on veuille se déplacer parce que ça va arranger ses petites affaires, je trouve ça nul en fait. Donc voilà, c'était mon coup de gueule de ce matin. Oui, non, mais c'est vrai qu'on voit qu'il y a des choses qui changent, qui sont. Alors, est-ce qu'il faut bousculer les institutions? Mais il y a un Noémie peu de politique spectacle. Oui. On a l'impression qu'il y a Twitter qui est rentré dans l'hémicycle. Alors, c'était peut-être déjà un petit peu, il y a eu un processus, c'était peut-être le cas avant. Mais là, on a vraiment l'impression qu'on a affaire à des tweetos qui depuis l'Assemblée, qui sont là à se bagarrer. Et on se souvient de cette photo il y a quelques jours, effectivement, Julien Audoul, qui se prend en photo à côté de Daniel Obono et qui dit voilà, elle veut pas me parler, mais nous sommes juste à côté. Et c'est vraiment, j'ai eu tout à fait cette image-là d'une salle de classe avec des enfants de 10 ans qui sont en train de se batailler. Non, et puis C'est terrible. Et puis il y a la question de la compétence, mais quel que soit le parti. Alors elle s'était déjà posée avec La République En Marche il y a quelques années, mais je voyais Louis Boyard hier qui était complètement à côté de la plaque dans ses explications sur la commission des finances, c'est-à-dire qu'il n'avait pas l'air de comprendre exactement ce que c'était. Du côté du Rassemblement national, il y a aussi des députés qui visiblement sont pas faits pour le job. C'est un peu inquiétant. Mais c'est un métier en fait, la politique. C'est ce qu'on se dit, et c'est qu'on Ça l'est répète plus sur ton aujourd'hui, thème depuis un an. Ça l'est plus puisqu'on a vu le nombre de personnalités qui se sont fait connaître par la télévision. mais est-ce parce que c'est c'était des mieux chroniqueurs. Ben non. Bien sûr que c'est terrible. Mais C'est quand même ce que les Français ont voulu, puisqu'on a expliqué que n'importe qui finalement pouvait rentrer à l'Assemblée nationale, parce qu'on pense que la représentation, c'est simplement le fait qu'il faut que ça reflète la société. C'est pas ça la représentation. Il y a une confusion sémantique sur les mots. Représenter, c'est pas refléter. Ouais. Et comme les gens d'avant n'ont pas fait le job d'après ce que pensent les Français, ils ont élu d'autres gens qui venaient d'ailleurs et parfois j'allais pas dire de nulle part, mais avec des parcours qui n'étaient pas du tout préparés pour tout d'un coup assumer de telles responsabilités. On pense que ça marche. Et comme globalement tout se passe au niveau du gouvernement et que le gouvernement ne fait rien pour rétablir l'équilibre, on se retrouve avec un Parlement qui a été, on va dire, transformé pendant cette présente mandature et qui aujourd'hui se retrouve avec de nouveau un niveau de député qui est quand même très préoccupant. On verra comment ça va marcher dans la durée. Bon, les postures aujourd'hui à court terme, c'est pas très grave, mais après on verra. On va revenir sur ce sujet qui est tout à fait intéressant en parlant d'Éric Coquerel en particulier, qui a été nommé à la Commission des Finances. À tout de suite. Les débats avec vous sur Sud Radio, avec aujourd'hui Najwa El Haïté, docteur en droit public, avocate, porte-parole de Territoire de Progrès. Et vous avez publié Laïcité et République aux éditions L'Harmattan. Alex Darmon, vous êtes journaliste politique. Votre chaîne Les Indécis est disponible sur YouTube. Noémie Alioua, essayiste, journaliste sur I24 News. Vous avez publié Les uns contre les autres aux éditions du CERF, du Vivre Ensemble au... Je ne vais pas y arriver. Sarcelles, du Vivre Ensemble au Vivre Séparé. Voilà, merci beaucoup Valérie de non, mais c'est important de citer les ouvrages que vous faites qui sont
général tous de très bonne qualité. Celui-ci est particulièrement édifiant sur ce qui s'est passé, sur ce qui se passe à Sarcelles. Alexandre Malafaille, président du think tank Sinopia, donc Éric Coquerel aux finances et puis plus généralement l'Assemblée nationale, le nouveau visage de l'Assemblée nationale, la mission flash aux urgences. On va revenir sur ce qui a été annoncé, pénurie de main-d'œuvre, comment y remédier, est-ce qu'il faut augmenter les salaires, dans quelle mesure peut-on le faire, et puis qu'attendre du remaniement. On continue notre tour de table de ce qui a retenu votre attention. Noémie, vous, c'est un coup de cœur? Oui, un petit coup de cœur. Écoutez, souvent on incrimine les grands patrons et quand il y a une démarche qui est assez positive, ça vaut la peine finalement de la souligner. Je parle de cette interview de Michel-Édouard Leclerc, patron donc des magasins Leclerc, qui était invité hier à réagir à l'inflation alimentaire. On sait, hier il y a eu les chiffres, une augmentation notamment des prix de consommation de 5,8% en un an, et donc il a réclamé une commission d'enquête pour comprendre cette hausse des prix, sachant que selon lui, la moitié de ces hausses de prix est plutôt suspecte. Il explique en fait qu'il y a une augmentation des prix et qu'on instrumentalise la question de l'Ukraine, mais c'est pas toujours justifié. Il donne par exemple l'exemple des barres chocolatées comme Nestlé ou Mars qui augmentent de 15% et qui évoquent la guerre en Ukraine, alors que le cacao, on sait, n'est pas vraiment produit en Ukraine, il est plutôt produit en Afrique ou aux USA. Et donc pour lui, c'est fort de café. Il évoque aussi l'exemple des huiles françaises qui augmentent leur prix et qui espèrent dans ce contexte réussir à tuer la concurrence. Et donc selon lui, l'Ukraine a bon dos, on utilise l'Ukraine pour augmenter des prix, et donc c'est bien qu'il y ait comme ça des patrons qui proposent. On l'a évoqué hier, et on avait Yves Damécourt, qui lui était un peu sceptique et trouvait que Michel-Édouard Leclerc est quand même extrêmement cynique parce qu'il est le premier artisan, lui et la grande distribution de ces hausses de prix, et qui devrait commencer par regarder ce qui se passe chez lui avant de faire des déclarations comme celle-là qui sont un peu démago. Oui, c'est un peu ce qu'il disait hier, c'est-à-dire que les marges, les rétro commissions, etc., c'est quand même les grandes surfaces qui sont ces intermédiaires qui font que les prix parfois sont au-delà et que les agriculteurs n'ont pas les moyens aujourd'hui Sans doute, vivre. Mais c'est ce à quoi doit servir cette commission d'enquête parlementaire, puisque finalement elle est indépendante et elle permettra de savoir exactement où est-ce que ça coince, si ça coince, et que ce soit lui ou que ce soit d'autres industriels comme lui les pointent du doigt, eh bien peu importe, c'est intéressant d'essayer de comprendre véritablement qu'est-ce qu'il y a derrière cette hausse des prix et à quel point véritablement le contexte géopolitique joue et à quel point certains essaient juste de s'en mettre plein les fouilles. Et d'ailleurs, une question par rapport à ça, est-ce que lui a pratiqué cette hausse des prix? Parce que si, entre guillemets, il ose donner des leçons, est-ce que lui, dans ses magasins Leclerc, il n'a pas pratiqué cette hausse des prix? Ce serait intéressant à savoir. Ça, c'est sûr qu'il ne le dira pas de lui-même. Serait-on en train de découvrir que l'humanité est capable de faire preuve de cynisme? J'ai un ami qui travaille en Côte d'Ivoire qui était sidéré parce qu'il va dans les villages dans le cadre de ses activités. Il dit mais même là-bas, le riz et le millet qui sont produits sur place connaissent une inflation absolument anormale. Il n'y a aucune raison que ça augmente comme ça. Bien sûr qu'il y a un phénomène d'opportunité, et rendez-vous dans un an, vous regarderez les résultats des grandes entreprises dans tous les secteurs qui sont concernés, vous verrez à quel point la profitabilité sera encore plus importante. Donc au bout du compte, on est en train de se faire avoir de manière opportuniste par tout un système qui n'est pas effectivement centré sur l'intérêt général, et je pense que malheureusement c'est terrible parce que ça va nous mettre en situation de plus grande difficulté. Il faut essayer de trouver des solutions. Mais personne tape dessus. La seule qui pourrait faire un effet de levier de régulation là-dessus, c'est le législateur, et là-dessus il lâchera tout. Hier, Laurence Taillade, qu'on connaît bien, qui venait régulièrement dans l'émission, qui vit dans le Cantal, elle me disait: je suis en charge de l'accompagnement d'industriels agroalimentaires et transporteurs dans le Cantal, et les augmentations de tarifs dans l'agroalimentaire sont dues à l'augmentation du prix des matières premières, des emballages, mais aussi pour les porcs et les volailles, les grippes aviaires et porcines qui ont détruit les cheptels. Et concernant le transport, oui, le prix de l'essence est très très impactant, et beaucoup travaillent avec des marges extrêmement dangereuses pour la pérennité de leur activité. Donc il y a aussi des problèmes de transport, d'emballage. Enfin, il y a beaucoup de choses qui font que les prix augmentent. Et sur le prix du carburant, j'ai un commentaire. Il y a 12 ans, le carburant était à 1 euro, le baril était à $147 et le gasoil était à 1,40 € à la pompe. 12 ans plus tard ou 14 ans plus tard, on connaît tous l'info, maintenant le baril est à $110 et le gasoil est à 2,40. Et moi, je veux bien que le transport, mais je pense qu'il y a autre chose. Il y a 3 ans, il était à 1,42, ça avait provoqué la sortie des Gilets jaunes dans la rue. Aujourd'hui, il est à 2,20 €, il n'y a plus personne. Et non, mais le prix du baril n'a
pas changé. Donc, où alors, les 1 euro, ils sont où, dans quelle poche? Ah oui. Sur cette info, moi je vais faire du en même temps là pour le coup. Je trouve ça bien que Monsieur Leclerc tienne ce genre de discours, que les patrons tiennent ce genre de discours. Après, on le connaît, il est bon dans la communication aussi, Monsieur Leclerc. Moi je me rappelle il y a quelques mois, enfin 1 an je crois, il avait fait la baguette, rappelez-vous, au prix la plus bas de France, et puis il avait été obligé de retirer en disant c'est pas de ma faute. Non mais c'est vrai. C'est pas lui en fait qui compte dans cette histoire, c'est vraiment sa démarche. Bien sûr. Cette démarche de dire il faut savoir parlementaire sur le sujet, pour comprendre et qu'il y ait plus de transparence aussi dans cette augmentation des prix de l'alimentaire. Mais c'est de la communication et il est dans son rôle. Je veux dire, il est dans son rôle, il communique autour de ça, il a raison de le faire. Et c'est vrai que si d'ailleurs plusieurs patrons, plusieurs chefs de CAC 40 faisaient ça aussi, ça serait intéressant. Mais bon, après, il faut, comme dans tout, il faut faire attention à ce qui est dit et ce qu'on entend. Voilà. Ouais, ce qui est, mais c'est ça, la démarche est intéressante de se dire pourquoi il y a ces augmentations et est-ce qu'il n'y a pas effectivement des gens qui abusent. Vous avez les félicitations de Philippe David, Noémie, le prix du cacao fort de café, prête pour les vraies voix, Noémie, effectivement. On l'adore, Philippe David. Je n'avais pas relevé. Najwa, c'est un coup de cœur? C'est un coup de cœur. Donc c'est la mise en lumière d'une société à vocation sociale que j'ai découverte en lisant Le Parisien ce matin. Alors cette société permet aux personnes à mobilité réduite de sortir de chez elles quand leur ascenseur est en panne. Ainsi, dès qu'un locataire à mobilité réduite rencontre une panne d'ascenseur et souhaite sortir faire des courses, aller voir ses amis, sa famille, eh bien, il fait appel à cette société qui envoie à domicile un salarié formé au métier d'assistant de mobilité verticale. Donc là, il crée également un profil de poste intéressant et un fauteuil adapté est mis à disposition du locataire qui peut pas sortir du fait qu'il est à mobilité réduite. Donc j'ai voulu valoriser cette initiative entrepreneuriale car les pannes d'ascenseurs en Île-de-France sont un fléau. Et il faut bien le dire, dans les logements sociaux. Donc ces pannes, bien sûr, et je le rappelais, ont un impact négatif sur des locataires qui ont du mal à se déplacer. Je pense aux personnes âgées, aux personnes en situation de handicap. D'ailleurs, quelques chiffres quand même pour étayer mon propos. La durée moyenne d'immobilisation en 2020 de chaque ascenseur qui tombe en panne est de 4 jours complets. Donc dans ce contexte, l'appartement devient une prison pour ceux qui ont des difficultés à se déplacer. Donc la bonne nouvelle, c'est que cette société a annoncé qu'elle aurait... Il y a combien de personnes Alors en Île-de-France, donc on parle de 10 pannes en moyenne par an. Mais 10 pannes, vous pouvez dire c'est peu. 10 pannes par an. Sauf que c'est des pannes qui ne durent pas un jour. Par moment, à certains endroits, notamment en Seine-Saint-Denis, ça peut durer 1 mois. Donc vous imaginez des personnes coincées dans leur appartement. Il faut peut-être commencer par ça et par faire le ménage dans ces logements sociaux et dans les HLM. Quelqu'un me racontait que des réparateurs d'ascenseurs racontaient que les câbles des ascenseurs sont pourris, bouffés par l'urine. Complètement, il y a ces situations-là aussi. Voilà, pareil, quelqu'un me racontait à Suresnes, l'ascenseur est en panne régulièrement, et donc les mecs pissent, pardon de dire comme ça, dans l'ascenseur, l'ascenseur est en panne. Donc est-ce qu'on peut pas expulser, parce que lui me racontait que dans son immeuble, c'est 3 familles qui foutent le bordel. Alors, par rapport à ce que vous venez de dire, Valérie, à Évry-Courcouronnes, on connaissait une famille qui posait vraiment des graves difficultés et problèmes de voisinage, et autant vous dire qu'ils ont été convoqués parce qu'à un moment, l'élu, c'est pas le clientélisme. À un moment, alors je vous interromps c'est le principe. Après, comme vous dites, il y a des exceptions. Parce que moi j'ai dit, il se trouve que l'un des sénateurs qui s'occupe de cette région, on le connaît, il vient ici, donc j'ai dit à cette personne, si tu veux, je vais lui passer un coup de fil pour voir ce qui se passe. Il me dit, ça sert à rien, il est au pied de l'immeuble, il boit des coups avec les mecs qui fument des pétards toute la journée. Donc c'est un peu désespérant. Je dis, mais vous voyez, il y a des villes. Le concierge dit quoi? Le gardien de l'immeuble, il dit rien parce que c'est des racailles et qu'il n'a pas envie de se faire. Non, mais vous voyez, il y a des villes, heureusement, il y a des villes qui font exception. J'allais dire, c'est pas la règle. Heureusement, beaucoup de maires font preuve de fermeté. L'exception, c'est plus les maires qui font preuve de clientélisme, de communautarisme. Mais pour reciter l'exemple de la ville où je suis élue, je peux vous dire que le maire a convoqué Manu Militari
Paris cette famille qui posait vraiment des difficultés. Oui, mais vous faites quoi? Vous êtes obligé de les reloger le souci, c'est qu'on les renvoie, mais les difficultés, elles se déplacent ailleurs. Oui, je veux dire, ils embêtent d'autres voisins dans des communes Vous êtes voisines. tenu de les reloger. Ouais. Et Stéphane nous dit, est-ce que ça ne démontre pas la capacité des bailleurs à reloger des personnes handicapées dans des logements adaptés? Complètement. C'est une vraie question. Tout à fait. Alex, C'est très intéressant ce que vous racontez. Et moi, je retiens l'accessibilité. On est quand même la 5e puissance mondiale, la France. Et je peux vous dire, pour faire un documentaire là-dessus en ce moment, que par rapport à l'étranger, par rapport à des pays mais très en retard sur nous, sur tout le reste, on est vraiment en dessous de tout. Par rapport à la Turquie, par rapport à l'Italie. Enfin, il n'y a aucune installation en France et on nous répète qu'on va le faire. Et dans 2 ans, il y a les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques à Paris. Et ça va être un scandale. Vraiment. On ne peut pas se déplacer dans les grandes villes parisiennes. Donc ces initiatives sont hyper importantes, sont même primordiales. Maintenant, il faut que l'État se saisisse de la chose parce que l'accessibilité en France est très compliquée pour les personnes handicapées, sincèrement. Oui, non, mais c'est vrai. Et quand la loi est passée, ça devait être dans les années 90, la bibliothèque François Mitterrand, qui venait tout juste d'être construite, n'était pas accessible aux personnes handicapées. On avait fait un reportage sur le sujet. Donc, et puis, à propos des Jeux Olympiques, cette information que m'avait envoyé un auditeur, à 2 ans de la cérémonie des JO, Bercy envisage sérieusement que les Jeux coûtent plus cher que prévu. Le budget s'élevait à 6 milliards 200 000 euros. 5 ans plus tard, il atteint 7 milliards 300 000 et on est désormais à envisager plus de 8 milliards. C'est le Canard enchaîné qui a donné cette information. Alors après, franchement, c'est pas du tout étonnant. Quand vous vous intéressez à l'économie des Jeux Olympiques, en règle générale, c'est pas du tout étonnant. C'est toujours le cas. Voilà, on vous annonce une somme et ça augmente beaucoup plus. Et il faut quand même rappeler, et même si c'est pas normal, qu'au milieu de tout ça, il y a eu le Covid et que tous les travaux se sont arrêtés pendant à peu près 6-7 mois. Ce qui est énorme pour les travaux quand vous avez des Jeux Olympiques qu'on vous accorde 6-8 ans avant. Quand vous perdez 6-8 mois dans la construction et l'installation de vos installations, dans l'installation et l'organisation de vos installations, c'est énorme et il y a un manque à gagner qui est considérable. On verra comment vont se passer les choses. Mais vous avez raison de dire l'accessibilité pour les personnes handicapées, vraie question. Un très très bref commentaire sur votre coup de cœur que je trouve super, parce qu'en fait, quelque part, c'est ça qui ramène de l'espoir. On a dit des choses terribles avant sur la cupidité, le cynisme, et en même temps, heureusement, comme dirait l'autre, il y a cette force de l'humanité à produire du bien et à s'occuper de l'autre. Et je crois que c'est malgré tout une tendance de fond qui jouera certainement avec la jeunesse qui aujourd'hui est très concernée par tout ce qui se passe, qui laisse penser que finalement demain sera peut-être pas aussi pourri qu'on le craint aujourd'hui. Mais pensons effectivement à toutes ces personnes en situation de handicap qui... Non, ça vous fait sourire, Noémie? Oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec vous. C'est un sujet très intéressant et qui touche beaucoup de gens qui sont déjà en difficulté souvent, parce que c'est souvent dans des grandes tours, donc qui ont du mal aussi à descendre et ça peut être compliqué. Non, je voulais juste parler d'un sujet connexe à celui que vous venez d'évoquer. Vous avez sans doute lu ça, c'est assez extraordinaire. C'est cette dizaine d'ascenseurs qui a été sabotée à Bobigny le jour des élections du deuxième tour des législatives le 19 juin dernier. Et donc l'Office de l'Habitat de Bobigny a annoncé qu'ils ont déposé une plainte pour dégradation volontaire le jour même, comme par hasard. Pour que les gens ne puissent pas aller voter. 10 ascenseurs ne fonctionnent plus. Alors la députée Raquel Garrido a expliqué, selon elle, qu'il pourrait s'agir de barbouzes de Jean-Christophe Lagarde qui aurait décidé de saboter ces ascenseurs le jour des élections. Ça risque de mal se terminer. Voilà, ça risque de mal se terminer. Pas aller voter. Petite pause de pub, on se retrouve dans un instant. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Je voulais qu'on revienne sur le débat qu'on a eu juste avant 11h suite au coup de gueule d'Alex Darmon sur les élus, les nouveaux élus et cette configuration, ce qui va nous permettre de parler également d'Éric Coquerel, de comprendre ce qui s'est joué et ce qui se joue avec cette commission des finances. Mais c'est vrai que le visage de l'Assemblée nationale est extrêmement différent. Vous avez, vous, Alex, interrogé des députés qui disent que ça va être très très compliqué. Mais c'est pas plus mal peut-être, plutôt que d'avoir des députés godillots qui ont obéi aveuglément au gouvernement. Là, il va y avoir un peu de débat peut-être. Il va y avoir du débat, c'est certain. Maintenant, quand vous parlez aux députés, je pense que tout le monde a besoin de vacances. Là, en fait, quand vous leur parlez au téléphone ou vous échangez avec eux, ils vous disent on ne sait pas du tout ce qui va se passer. On parle d'une loi pouvoir d'achat qui doit arriver, qui est la première du quinquennat. Mais est-ce qu'on va travailler pendant le mois de juillet, aussi pendant le mois d'août? Là où normalement, on ne travaille pas à l'Assemblée nationale. Enfin, là, tout est ouvert. Et c'est vrai que tout le monde est un peu inquiet
même nous les commentateurs politiques, parce qu'on ne sait pas à quelle sauce on va être mangé en fait, on ne sait pas comment ça va se passer. Donc oui, l'organisation, l'installation et la position géographique des députés RN, on en rigolait tout à l'heure, enfin eux en tout cas demandent à changer, nous on en rigole, mais ça veut vraiment dire le niveau d'implication des députés à l'Assemblée nationale. Mais comme le niveau des députés NUP, c'est pareil, quand vous avez Louis Boyard qui fait une faute à son tweet, à son premier titre, et qui tweet Assemblée sans eux, ça montre le niveau d'implication de ces gens-là, et qui font des photos tout le temps. Mais en fait, c'est pas les touristes à l'Assemblée là qu'on leur demande de faire, c'est des députés qui doivent venir travailler et qui doivent venir voter les lois. S'il faut qu'il y ait débat, il y aura débat. Le problème, c'est que s'il y a débat et qu'il y a blocage, pendant 5 ans, il ne se passera absolument rien. Et c'est ce que tout le monde craint. Non, mais on va peut-être enfin passer de la posture à la découverte des impostures. Et ça, je pense que c'est peut-être la bonne nouvelle de ce qui est en train de se produire. On le voit dans toutes les organisations quand on a comme ça des gens qui veulent, qui sont dans la contestation permanente puis qui ne sont jamais aux affaires. Quand ils se retrouvent aux affaires, c'est une autre histoire. Et là, on va passer du il faut yaka, maintenant, ok, do it. Voilà, parce que c'est pas le tout de dire on va redistribuer, c'est pas le tout de dire on va prendre aux uns, on va prendre aux autres. Après, il faut voir comment on fait, dans quel cadre, avec quelles mesures, avec quel règlement, avec quelle constitutionnalité derrière tout ça. Et puis derrière, il faut la mise en œuvre. Enfin, tout ça, c'est pas simple. Il faut que les gens acceptent. Hein. C'est encore le côté politique punitif. On l'a vu, les gilets jaunes en sont aussi issus. Donc c'est pas si facile que ça. Et quelque part, peut-être que les masques vont tomber, qu'on va peut-être aussi se rendre compte dans le courant de cette mandature, ça va peut-être nous coûter très cher, mais que la politique, à défaut d'être un vrai métier, en tout cas, elle suppose une validation des acquis de l'expérience pour dire, voilà, et des choix de personnes quand on va faire la loi à l'Assemblée nationale avec des parcours qui ont été quand même validés. Alors c'est ce que faisaient les partis avant, c'est ce que les autres partis dans les autres pays font toujours. On est le seul pays au monde où on pense que la politique, ça ne peut pas être, ça n'est pas sérieux, quoi. On pense que n'importe qui, et on pense que l'Assemblée nationale, c'est un endroit dans lequel on va pouvoir s'exprimer, comme une super fonction tribunicienne. Mais pardon, c'est bien autre chose. La fonction tribunicienne du mercredi avec le jeu des questions au gouvernement, c'est une demi-journée par semaine. Le reste du temps, c'est des commissions, c'est du fond. Et là, on va voir les masques tomber et les impostures des uns et des autres. Est-ce que c'est pas le retour du bâton pour Emmanuel Macron? Parce qu'on se souvient que c'était quand même le premier qui avait appelé à déprofessionnaliser la profession de parlementaire. C'est lui justement qui appelait à faire rentrer monsieur et madame tout le monde au Parlement. Et finalement, je me rappelle très bien d'ailleurs des journalistes politiques qui étaient complètement perdus au moment où les premiers députés En Marche sont rentrés à l'Assemblée parce qu'ils ne connaissaient personne. Alors même que c'est vrai qu'il y avait finalement une reproduction du système politique depuis des décennies. Et là, on se retrouvait qu'avec des nouveaux parlementaires à l'Assemblée. Les journalistes politiques étaient complètement paumés. Et ça date de Macron. Donc finalement, là, ce n'est que la suite d'une décomposition qui a été promue par Emmanuel Macron lui-même. Ce que vous annonciez tout à l'heure sur les influenceurs, pardon de oui, mais vous pouvez le dire parce que c'était très intéressant. Non, mais je pense qu'il est tout à fait possible que dans 5 ans, ce soit des influenceurs qui entrent à l'Assemblée nationale. C'est tout à fait possible. Ça rejoint les propos que je voulais dire, c'est-à-dire que on parle du niveau des députés, donc c'est bien d'ouvrir l'Assemblée nationale à des gens issus de la société civile, mais les partis, et je rejoins ce que vous dites, c'est-à-dire que les partis traditionnels avaient un rôle extrêmement important, c'est-à-dire de sélectionner leurs candidats. Il y a eu une première sélection, on peut regretter qu'il n'y ait pas dans cette sélection, et notamment concernant les élections législatives, suffisamment de femmes. Il n'en demeure pas moins qu'il y avait cette sélection où on repérait des talents, des gens qui font preuve aussi, des Français qui font preuve de sens politique. Et ça, c'était le rôle des partis traditionnels. Le rôle des partis traditionnels aussi extrêmement important, c'était la formation. La formation des militants. Formation des militants qui n'existe plus puisque maintenant les partis sont moribonds. Donc, donc on a un vrai problème de formation des hommes et des femmes politiques dans ce pays aujourd'hui. Et là où je rebondis, pour avoir été avant d'avoir été avocate, j'étais lobbyiste, donc je travaillais dans un cabinet d'intelligence économique. Je voyais quand on allait voir les parlementaires, certains parlementaires, mais qui ne comprenaient rien au projet de loi débattu à l'Assemblée nationale, et là, mais ils étaient complètement en proie aux lobbyistes. Donc certains rédigeaient des amendements pour les parlementaires. Certains lobbyistes rédigent. Moi je l'ai pas fait, mais je sais que des collègues rédigeaient des amendements pour des parlementaires. Donc tout ça pour dire que là, ça va être l'Assemblée nationale au regard des députés qui. Je dis pas que tous les députés sont incompétents, mais au regard des députés qui y siègent, attention aussi
aussi à l'influence qui peut avoir lieu par rapport à des groupes industriels, des groupes pharmaceutiques, voilà, ça c'est extrêmement dangereux. Mais j'aimerais pas qu'on mésentende notre discours. On dit pas qu'il faut pas qu'il y ait des, enfin en tout cas pour ma part, qu'il n'y ait pas des novices qui entrent à la politique, des gens qui n'en ont jamais fait. Au contraire. Je sais, non, mais parce que dans des conseils municipaux, il faut commencer par le bas. Mais en tout cas, même à l'Assemblée, moi je suis pas contre. Même à l'Assemblée, moi je ne suis pas contre, mais il faut qu'ils soient formés et il faut vraiment qu'ils soient accompagnés, qu'ils soient préparés. Pourquoi je dis ça? Parce que il y a des bruits qui courent. Déjà, on a l'expérience du quinquennat précédent sous Emmanuel Macron et Édouard Philippe, où vous avez vu des gens arriver complètement loufoques, qui n'ont même pas pu se représenter. Je pense à Joachim Sanforriet, des gens comme ça. Mais là, aujourd'hui, vous avez des bruits qui courent comme quoi, au Rassemblement national, je suis désolé, c'est ce qui s'est passé le lundi matin, le lendemain des élections. Vous avez des gens qui ont appelé le siège pour dire qu'ils n'étaient pas au courant de ce qu'il fallait faire. Et au siège, on ne savait pas qui ils étaient. Et au siège, on ne savait pas qui ils étaient. Ça veut quand même dire le fort niveau d'implication. C'est juste de la politique politicienne. C'est la politique du chiffre, du nombre, de dire on va pouvoir faire un groupe par un groupe et on s'en fout de qui est élu. C'est hyper dangereux. C'est hyper dangereux. Allez, petite pause. On va parler d'Éric Coquerel, des accusations de Rokhaya Diallo et de la réponse de la France insoumise. Avec vous sur Sud Radio jusqu'à midi. Donc le député LFI Éric Coquerel a été élu à la présidence de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Donc c'est un poste stratégique qui est dévolu à l'opposition. Le RN évidemment espérait pouvoir l'emporter, mais ça n'a pas fonctionné. Hier soir, Rokhaya Diallo a jeté un pavé dans la mare. Elle était chez nos confrères d'RTL. Écoutez. Il y a quelque chose qui me revient et qui a plus à voir avec la personnalité d'Éric Coquerel, mais moi j'ai plusieurs sources au sein de LFI et j'ai entendu plusieurs fois des femmes parler du comportement qu'il aurait avec les femmes. Ce sont des choses qui reviennent de manière récurrente depuis plusieurs années. Il y avait eu un article dans Cosette, alors qu'il parlait d'un député LFI sans le nommer. Ce sont des accusations. J'ai conscience du fait que ce soit des accusations, mais je pense que pour un parti comme LFI, qui quand même a dans ses statuts, dans ses positions politiques, l'idée que les femmes en fait doivent être protégées. Je suis très étonnée en fait moi de ce choix, sachant ce que j'entends et sachant qu'il est en balance avec Valérie Rabault. Donc je suis un petit peu surprise, je l'avoue, parce que ça fait longtemps que j'entends des choses, que j'ai des personnes. Enfin, à ma connaissance, il y a rien qui est sorti sur le plan en tout cas judiciaire. Mais c'était comme c'était le cas pour Tahabouaf, il n'y avait rien de judiciaire au moment où il a été auditionné. Voilà, et puis effectivement certains ressortent aussi les propos de Sandrine Rousseau sur l'affaire Abad. La présomption d'innocence n'empêche pas le principe de précaution, c'est ce qu'elle avait dit. Et à propos de ce qu'a dit Rokhaya Diallo, elle dit sans témoignage direct, on ne peut pas se fonder sur la rumeur, a-t-elle déclaré. Donc est-ce que c'est de nature, c'est vrai qu'il n'y a pas de plainte directe, oui. Moi je distinguerais deux choses. Ouais. En effet, le volet judiciaire et le volet politique. Oui. Volet judiciaire, en effet, il n'y a pas de plainte, il n'y a pas de preuve. Donc on respecte l'état de droit. Donc moi j'aime à le dire assez souvent, attention au tribunal médiatique, attention au tribunal des réseaux sociaux. On a vu d'ailleurs dans certaines affaires comment ça s'est conclu, où la personne qu'on accusait sur les réseaux sociaux, en fait la justice l'a innocentée, l'a relaxée par rapport à des faits très graves. Donc les exemples ne manquent pas. Donc voilà, il faut être prudent. Il y en a pas beaucoup non plus. Comment ? Il n'y en a pas beaucoup non plus. De gens qui ont été accusés et qui ont été blanchis par la suite. Oui, mais il y en a. Il y en a. C'est pour ça qu'on est attaché. Non, mais après, je suis attachée. Oui, il y a Dominique Baudis, il y a aussi ce judoka. Vous vous souvenez, il y a eu des photos de sa compagne avec le fameux Éric Brion, il a été condamné avec des bleus. Il a été condamné en appel pour autre chose. Non, il a été condamné sur de la diffamation. Il a perdu son procès. En diffamation. Il a perdu son procès en diffamation, donc ça veut dire que on a jugé sur le fond que. Non, mais moi je préfère que la justice fasse son travail. Oui, mais la justice, elle ne peut pas le faire. On a toujours le même débat sur ce type d'affaires. La justice, elle ne peut pas toujours le faire. Il y a 1% des plaintes pour viol qui aboutissent à une condamnation, donc c'est pas du vol, c'est un délit particulier, donc attention. Non mais par rapport à ce débat où on dit mais ça sert à rien, moi je trouve ça extrêmement dangereux d'ailleurs quand on dit ça ne sert à rien de déposer plainte. Non, c'est faux, c'est faux. Après j'entends que concernant les violences, non mais rapidement,
concernant les violences conjugales, certains disent oui, ça n'aboutit pas, le compagnon violent est souvent peu condamné, etc. Sauf que j'ai envie de dire aussi, c'est une question de preuve. Il ne s'agit pas de jeter l'opprobre sur l'ensemble de la magistrature. Quand vous avez un magistrat qui ne dispose pas, on est dans un état de droit, qui ne dispose pas de suffisamment de preuves, parce que souvent, et je reviendrai sur l'affaire qui nous intéresse, mais souvent, il n'y a pas de preuves. Moi, j'ai eu des femmes qui ont toqué à la porte de mon cabinet disant, voilà, j'ai été violentée par mon compagnon. Quelles sont les preuves? Est-ce que vous avez des attestations? Ah ben non, c'est compliqué. Et est-ce que vous avez la moindre preuve qui puisse vous permettre de vous accompagner? On va pas faire donc le voilà, débat là-dessus. ce que je veux dire, voilà, le débat, la justice n'est est-ce pas que la si Rokhaya Diallo a connaissance d'actes graves, elle doit saisir la justice? Voilà, donc je vais répondre. Sur le premier volet, je vous ai dit, voilà, moi je suis attachée à l'état de droit et à la présomption d'innocence. Après, sur un volet politique, et c'est la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est que sur un volet politique, oui, c'est extrêmement dérangeant. Oui, c'est extrêmement dérangeant parce que on ne peut ignorer les révélations qui sont faites, notamment, et là je notais, il y a le collectif Nous Toutes qui dénonçait déjà cela des propos tenus par des femmes contre Éric Coquerel qui parlait d'agressions sexistes, sexuelles. Il y a aussi, j'ai noté, Amandine Fouillard qui, sur les réseaux sociaux, ancienne LFI, qui dénonçait là encore des violences sexistes et sexuelles. Et autant dire que on ne peut les ignorer politiquement parlant. Donc oui, il faut en tirer les conséquences. Le truc, c'est qu'il y a deux poids, deux mesures dans les réactions. Alex? Non, mais en fait, moi, je suis un peu perdu dans tout ça parce que oui, effectivement, que c'est très grave politiquement. Si Éric Coquerel s'est rendu coupable de ce genre d'agissement dégueulasse, bien évidemment qu'il faut saisir la chose. Maintenant, moi, ce qui me gêne dans tout ça, c'est que ça arrive toujours à la fin, à chaque fois, quand un ministre est nommé ministre, parce que c'est insupportable pour une victime. C'est ce qui s'est passé pour Nicolas Hulot. C'est ce qui s'est passé pour un certain nombre de personnes mises en accusation. Valérie, peut-être, dans ces cas-là, il faut faire de la pédagogie et demander aux gens de porter plainte et demander aux gens de s'exprimer et surtout accompagner ces victimes et aussi demander aux partis de faire leur travail et de vérifier les faits. C'est un peu la question qui se pose aujourd'hui, c'est sur ces rumeurs qui existaient avant la nomination d'Éric Coquerel. Et de Damien Abad aussi, il y avait des rumeurs qui existaient avant. C'est ça en fait. Donc, je pense que vous avez raison Valérie, vous pointez ce qui est important dans cette affaire-là, c'est finalement vraiment le deux poids deux mesures. C'est-à-dire que la France insoumise, elle en fait des tonnes, par exemple sur Damien Abad, mais lorsque ça touche son propre camp, là, il n'y a plus personne. On se souvient de l'affaire Tahabouaf qui, lui, a été invité à abandonner sa candidature aux législatives à cause, selon le parti à ce moment-là, d'une avalanche raciste. Et on a appris seulement quelques jours après que c'était parce qu'il y avait des accusations qui ont été mises au jour quelques jours plus tard, donc des accusations sexistes. Donc finalement, on a l'impression que la France insoumise, elle va condamner le sexisme partout ailleurs, mais lorsque ça touche son propre camp, là, il n'y a plus personne pour le dénoncer. Alors c'est pas du sexisme, là, c'est des agressions sexuelles. C'est pour Tahabouaf et apparemment, mais je n'en sais rien, pour Éric Coquerel. Alexandre, sur cette affaire. C'est très très compliqué parce qu'il y a de toute façon il y a beaucoup de problèmes dont on n'a pas connaissance. Il y a une trajectoire de comportements qui ne sont pas du tout satisfaisants et qui continuent certainement de manière différente à se manifester. Maintenant, la difficulté de la rumeur, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une rumeur, quelque part, on se dit il n'y a pas de fumée sans feu. Voilà. Et donc, de fait, la rumeur est déjà pratiquement une présomption de culpabilité sans qu'on puisse la contrer parce que tout le monde pense que finalement, si une parole s'est libérée, c'est forcément la vérité parce que le courage d'avoir libéré sa parole l'emporte sur la possibilité que l'autre se défende. Ça, c'est quand même très, très préoccupant. Je ne sais pas comment on peut, objectivement, dans le monde aujourd'hui, éviter que ce genre de choses ne deviennent une arme politique, ce qui, dans certains cas, doit être le cas, malheureusement. Je ne sais pas comment on fait, je ne sais pas comment on régule ça parce que c'est extrêmement compliqué. Ce qui est vrai, c'est que par rapport en revanche à ce qu'a dit Rokhaya Diallo, là où je pense que les responsables publics ont une responsabilité, si je puis dire, c'est que s'ils sont en connaissance, vous le disiez tout à l'heure, d'une infraction et qu'ils savent qui a été victime de quoi, à ce moment-là, ils ne peuvent pas garder l'information pour eux. Parce que s'ils le font, ils sont dans une approche qu'on appelle de recel ou de complicité. Donc il faut à ce moment-là avoir le courage de dire, moi je sais qu'un tel a été victime d'eux, ok, je ne me contente pas de balancer des rumeurs, je fais quelque chose de concret. Parce que sinon, c'est trop facile. Dire, d'abord parce que d'une part, on porte atteinte à quelqu'un peut-être injustement, et deuxièmement parce que s'il y a une victime, elle est toujours dans ses conditions de victime et on ne l'accompagne pas non plus. Donc
Donc je pense qu'il faudra à un moment donné essayer qu'il y ait des règles, mais que les gens se comportent un peu mieux, parce qu'il y a que ce soit les agresseurs potentiels et que ce soit aussi ceux qui propagent tout ça parfois sans rien, et c'est là où c'est préoccupant. Elle peut être attaquée pour diffamation, Rokhaya Diallo. Mais vous savez comme moi que ce qu'elle a dit hier soir, avant d'arriver à la faire condamner devant la 17e correctionnelle, ce sera très compliqué, très compliqué. Vous accusez quelqu'un, moi si je vous accuse d'agression sexuelle. Et aujourd'hui, il n'y a pas de condamnation pour propagation de rumeurs, ça devrait être le cas. C'est diffamation, mais ça vous diffame. Mais ça veut dire qu'il faut que ce soit faux. Non, ça veut dire qu'il faut que ce soit prouvé que c'est totalement faux, et on va devoir. C'est pour ça que les plaintes en diffamation qui sont annoncées dans des grands élans d'indignation par les gens mis en cause sont retirées assez souvent. On pense à Nicolas Hulot, par exemple. Quand on n'a pas des très gros moyens, ce qui peut être le cas de beaucoup de gens comme Éric Coquerel, je ne sais pas quelle est sa situation financière, prendre un avocat spécialisé. Non, mais attendez, je sais pas quelle est sa situation, ça m'est égal. Mais ce que je dis simplement, c'est que le simple fait de prendre un avocat spécialisé en défense de ces sujets-là, c'est avant 10 000 euros, vous n'avez rien, quoi. Allez, parlons de la commission des finances. Qu'est-ce que ça va changer? Est-ce que quelqu'un peut expliquer concrètement à quoi sert la commission des finances? Zéro est arrivé. Non, mais ça veut dire que c'est quelqu'un qui peut peut-être faire le ménage. Il va avoir de l'influence, accès à des dossiers. Il peut provoquer des commissions d'enquête. Que les choses soient claires. On dit qu'il n'a pas beaucoup de pouvoir, mais il peut provoquer des commissions d'enquête en se saisissant de dossiers fiscaux de particuliers ou d'entreprises. C'est-à-dire qu'il a accès à ces chiffres-là. Donc il va avoir de l'influence, mais le premier rôle d'un président d'une commission, et en l'occurrence ici la commission des finances, c'est de contrôler l'activité des travaux publics à l'Assemblée nationale, du ministère de l'économie, être en lien directement avec eux, et donc c'est de pouvoir être le premier relais au Parlement, en tout cas à l'Assemblée nationale, pas au Parlement, de la politique économique et financière qui va être faite durant le prochain quinquennat. Mais ce qui inquiète aujourd'hui tout le monde, ce qui inquiète, ça devrait inquiéter tout le temps dans ces cas-là, c'est que effectivement Éric Coquerel, en tant que président, aura accès aux dossiers fiscaux, de plusieurs de ses collègues d'ailleurs, députés à l'Assemblée nationale, s'il le souhaite. Il faut quand même qu'il motive ses demandes s'il va avoir accès à des dossiers fiscaux. Il faut qu'il explique pourquoi, qu'il dise qu'il y a des doutes, qu'il y a des choses. Et puis après, si ces doutes et ces accusations se révèlent positives et qu'il y a des conséquences, il peut déclencher des commissions d'enquête. C'est surtout ça le plus important, c'est que ça peut partir de lui. Voilà. Oui. C'est un rôle important. Enfin, je tiens quand même à le rappeler. Vous le disiez très justement. Il contrôle les comptes de l'État. Il peut aussi avoir accès à des informations confidentielles, etc., etc. Également, le gouvernement doit aussi avoir son appui concernant des réformes importantes. Exactement. Là, on parlait tout à l'heure du projet de loi concernant le pouvoir d'achat. Eh bien, il faut l'appui du président de cette commission des finances. Mais heureusement, il n'est pas passer par là aussi. Comment ? Est-ce que la réforme des retraites aussi va être... Exactement, oui. Le projet de loi sur le pouvoir d'achat, la réforme des retraites... Il peut bloquer des amendements, c'est vrai qu'il peut bloquer des amendements. Bien sûr. Le projet de loi de finances, je veux dire, c'est pas des projets de loi anodins, donc oui, il va falloir avoir son appui. Mais il n'est pas en roue libre, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure. Le rapporteur est issu de la majorité, le rapporteur aux côtés du président de la commission des finances est issu de la majorité présidentielle. Mais en tous les cas, il ne faut pas nier, il a un rôle extrêmement important. Oui, Alexandre. Non mais je crois qu'il ne faut pas trop s'inquiéter du risque d'inquisition fiscale. D'abord parce qu'en effet, il est encadré, et deuxièmement parce qu'il va aussi se méfier du risque de l'arroseur arrosé. C'est-à-dire que s'il attaque de manière un peu tous azimuts, et puis qu'au bout du compte, à chaque fois, ça porte préjudice à l'image, à la réputation, et qu'au bout du compte, il n'y a rien, il va vite se calmer, quoi. Ensuite, je pense que l'agenda de ce qui attend la commission des finances, parce que bien sûr qu'il a un rôle important en tant que président, mais derrière, il y a toute une commission, il n'est pas tout seul, il ne pourra pas faire n'importe quoi, et il y a un agenda, comme vous l'avez dit, sur les grands sujets, sur les grandes réformes, et dans la situation budgétaire du pays, où à mon avis, ils vont quand même se concentrer sur l'essentiel. Et les règlements de compte de coulisses sur un tel ou tel groupe, parce qu'on a envie de faire des commissions, etc., très bien, pourquoi pas. Si c'est justifié, je vais vous dire, si à un moment donné, ça fait sauter des verrous, ou tout d'un coup, il y a un mec qui, un peu façon Zorro, à l'Assemblée, arrive à rétablir un peu d'éthique fiscale, et pourquoi pas. Moi, je veux dire, je crache pas dessus, l'info. Après, si c'est de la vindicte et du règlement de compte au sens Robin des Bois, mais dans le mauvais sens du terme, bon, on verra. Mais je crois qu'il faut donner la chance à la chance. De toute façon, comme je le disais tout à l'heure, ils vont tous être rattrapés par le principe de réalité. On sort de l'idéologie pour aller dans la vraie vie. Et là, on va se confronter au dur.
Non, mais c'est une bonne chose aussi qu'il y ait des contre-pouvoirs à l'Assemblée, Noémie. Vous êtes peut-être un petit peu optimiste. Alors on verra bien sûr comment il se comportera, mais il y a le papier aujourd'hui dans le Figaro qui s'appelle justement un idéologue à la tête de la commission des finances, qui donne la voix à l'opposition de l'opposition, si je puis dire, et qui explique justement qu'il y a une crainte que ce poste soit utilisé comme une arme pour ne pas. C'est le Figaro qui l'a dit. Oui, c'est le Figaro qui le dit. Mais enfin, le Figaro donne la parole aussi à d'autres députés, d'autres partis politiques qui expliquent bien qu'il y a un danger. Et puis il y a cette phrase sur Twitter qui m'a un peu fait rire à ce sujet, qui dit Coquerel à la commission des finances, c'est comme si on avait dû donner président du CRIF ou un végétarien pour un lobby de la viande. Donc on verra véritablement s'il se comporte pas en idéologue. C'est vrai, donnons la chance à l'avenir. Non, mais c'est surtout qu'en plus, le précédent président de la commission des finances, Éric Woerth, même s'il a mis en garde tout le monde sur la personnalité d'Éric Coquerel, dit quand même que ça a été un bon collègue à cette commission des finances. Il y siégeait déjà dans la précédente mandature, et il dit que ça a été. C'est pour ça qu'il est légitime à y être. Voilà. Et il dit que c'était un très bon. Je sais pas si c'est le terme commissaire. Je crois que c'est comme ça qu'on appelle les. Commissaire aux comptes, je crois, les gens qui sont secrétaires à la commission des finances. Bon, voilà, il a quand même cette légitimité à y être. Et ce qui est important aujourd'hui aussi de dire, c'est que rappelez-vous, il me semble qu'au précédent, alors peut-être que je me trompe, mais il me semble qu'au précédent quinquennat d'Emmanuel Macron à l'Assemblée nationale, il avait été émis l'hypothèse que les présidents de commission changeraient. Il y aurait un turnover. Et les vice-présidents. Et les vice-présidents. Tous les 2 ans et demi. Au cours du quinquennat. C'est quelque chose qui n'a, là aussi, pas été fait. Voilà, encore une fois. Ah bon mais c'est un peu dommage, parce qu'on se dit que finalement, on aurait pu laisser donner la chance, comme vous dites, et puis si ça se passait très très mal, il y aurait eu un vote, et puis on aurait changé de président. Là, on part pour 5 ans. Et même le président de l'Assemblée nationale devait tous les postes occupés devaient changer au bout de 2 ans et demi. Tous. C'est ça. Mais attendons de voir. Petite pause, on se retrouve dans un instant avec vous sur Sud Radio. Les débats, je voulais qu'on revienne sur cette mission flash sur les soins non programmés qui avait été lancée fin mai par Emmanuel Macron. Le document a été remis hier à Matignon. 41 propositions pour aider à améliorer la prise en charge de cet été, avec un été à haut risque dans les services d'urgence. Alors, il y a 41 mesures, encore une fois. La mission Flash préconise de réguler les admissions, soit avec un triage paramédical à l'entrée des urgences, donc il va falloir du personnel, soit par une régulation médicale préalable systématique par le standard téléphonique du SAMU. Mais est-ce que tout ça n'existe pas déjà ? Et je ne sais pas comment on va mettre en place en quelques jours, on est le 1er juillet, je vous rappelle, des mesures qui vont permettre de désengorger ou de faciliter. Et en plus, avec une ministre de la Santé qui normalement n'est plus ministre de la Santé. Absolument. Donc ça n'arrange. Lundi. Lundi, mais depuis 10 jours, normalement, elle n'est plus ministre de la Santé. Donc je dis pas qu'elle ne traite pas ses dossiers, puisque Mme Bourguignon est quelqu'un de très compétente, vraiment, sincèrement. Mais c'est aussi naturel. On se dit comment ça va se passer la passation de pouvoir entre elle et son successeur. Oui, la mission elle a été faite en urgence. Ça s'appelle mission Flash d'ailleurs. On ne sait pas si les mesures proposées, c'est un rapport de 60 pages, je crois à peu près. 60 pages. Voilà, donc c'est vraiment pas beaucoup. Si les propositions proposées vont perdurer, a priori, ça sera même pas le cas. Le vrai problème, et quand vous lisez les retours et les commentaires des professionnels de santé, ce qu'ils vous disent, c'est que c'est des mesurettes, mais qu'au final, il va falloir augmenter les salaires. C'est comme partout. Il va falloir augmenter les salaires. Pourquoi ? D'abord pour ceux qui sont là, pour qu'ils restent, et surtout après pour qu'on aille recruter d'autres personnels. En fait, on en manque de personnel. On nous parle de lits, mais ces lits, il faut les faire marcher, et on en manque de personnel. Donc, tant qu'il n'y aura pas un vrai déblocage de budget, que le Ségur de la santé, dont on nous avait vanté les mérites en 2020, ne s'applique pas réellement, pas avec des primes, mais avec des hausses de salaire, permanentes, ça ne marchera pas, et on ne sortira pas de ce problème. Payer les gardes des infirmières, des médecins, quand vous voyez que des médecins de 65 ans, éminents spécialistes, sont payés 350 € brut pour une nuit, que les infirmières touchent 9 € pour faire 9 € de plus pour faire la nuit, c'est invraisemblable. C'est honteux. Et quand vous regardez le sujet que vous êtes intéressé de près, dites-vous que dans les ambulances maintenant, ça ne sera plus des médecins. Ça va être des infirmières. Alors je jette pas sur elles le fait qu'elles soient pas capables de faire ce métier-là, mais c'est une ambulance, c'est une extrême urgence absolue. On aura une infirmière qui peut-être ne va pas savoir comment réagir à un moment donné. Donc ça veut dire qu'il y a un vrai problème de traitement de la santé et du milieu hospitalier en France aujourd'hui. Il faut le reconnaître. Ouais.
Non, mais moi, j'ai envie de vous dire, rien de nouveau sous le soleil. Hein. Enfin, on parle de télémédecine. La télémédecine, bien sûr qu'il faut la développer. Mais déjà, ça a commencé avec cette crise sanitaire où les médecins ont eu de plus en plus recours à la télémédecine. On parle également dans les recommandations, parce qu'il y en a une quarantaine, de recours aux retraités, médecins retraités. Donc là aussi, rien de nouveau sous le soleil. Et vous le disiez très justement. C'est-à-dire que le véritable problème, c'est l'attractivité de ce secteur-là, hospitalier. Donc bien sûr, il faut augmenter les salaires et la régulation vers les admissions aux urgences, ça passe aussi par là. Donc il y a aussi des problèmes de gouvernance, c'est-à-dire que le problème, il est plus profond. Et moi, je rejoins vraiment les propos de Patrick Pelloux quand il dit concernant cette mission flash, et je le cite, hein, on ne peut pas remplacer l'hôpital public par un grand standard où les gens vont téléphoner, où ils ne verront plus les médecins, mais des soignants qui auront des délégations de tâches. Et ben oui, attention à casser le service public hospitalier. C'est dramatique, d'autant que c'est la santé publique, c'est prioritaire et il s'agit qu'il n'y ait pas des inégalités dans ce domaine-là. Oui. Bon, de manière un peu cynique, je dirais tout ça pour avoir redécouvert les bienfaits de la régulation. Ça, c'est sûr que c'est assez fascinant. Ça aurait dû être fait depuis longtemps. On est d'accord, mais en fait, il faut bien comprendre qu'on a dimensionné tous nos services publics en temps de paix. Alors on a pensé que globalement le modèle qui allait bien, c'est le modèle où il n'y a pas de problème, il n'y a pas de crise. Nos armées sont dans le même état. Dire on n'a pas de quoi globalement assumer le moindre conflit de haute intensité si un jour les choses dérapaient avec l'Ukraine. On n'a pas les bombes, on n'a pas les canons, on n'a rien. Les Américains sont dans la même situation. Dire on a tous géré ce monde dans le cadre de cette espèce de mondialisation heureuse et de fin de l'histoire, comme si tout allait bien. Et l'hôpital n'a pas été préparé. Et moi autour de moi, j'ai que des témoignages alarmants. Mon médecin généraliste me dit moi je vais partir au mois de juillet en vacances, faire un mois. Je suis à la limite du burn-out. C'est un bon médecin. Il dit en septembre, si ça repart avec le Covid, je ne sais pas comment on fait. Voilà. Déjà, j'ai un autre ami, là, je regardais son message, qui me dit son papa est un médecin de campagne, 64 ans. Il a fait 90 de patients avant-hier. Parce qu'il n'y a plus personne, donc tous les gens se précipitent, donc il les prend à la queue leu. 90, vous imaginez, simplement pour pouvoir délivrer une ordonnance, parce qu'il faut une ordonnance pour un petit médicament, un renouvellement, etc. C'est invraisemblable, ça tient jusqu'à quand? Et je pense qu'effectivement, bon, la régulation à court terme, tant mieux si ça peut aider à faire mieux que rien. Mais il va falloir à un moment donné, au-delà des moyens dont on a besoin à court terme, il va falloir une vraie réorganisation du sujet, de la machinerie hospitalière, si on parle d'elle, et ça prendra, plusieurs années, et il faudra qu'il y ait un peu de bonne volonté aussi derrière. Juste la citation un peu à vomir, du professeur Perrault-Mort, on y est un peu habitué. À l'hôpital, il y a beaucoup plus de tirs au flanc qu'avant. C'est-à-dire que l'expression tir au flanc est particulièrement dégueulasse, parce que tir au flanc, ça veut dire, c'est l'expression qu'il y a des gens qui veulent aujourd'hui effectivement que les temps aient changé et que les infirmières n'aient plus envie. Il faut voir ce qu'elles vivent. Corvéable à merci, avec 4 gardes par mois, pas de week-end, des vacances annulées. Peut-être que ça a changé aussi pour les soignants et qu'au lieu de les traiter de tir au flanc, il faut peut-être imaginer d'autres moyens, d'autres prises en charge. Le Covid a fait tout sauter. Toute la société a sauté. Elle était en flux tendu comme une espèce de pyramide de cristal, et puis on a donné un coup dedans, elle s'est effondrée. Mais sur le rapport, c'est un rapport qui privilégie le SAMU. On ne parle pas tellement des urgences dans ce rapport. Mais moi ce rapport, je vois souvent Emmanuel Macron commander des rapports, faire des missions. Ça me fait rire, ça me rappelle à chaque fois les fameux cahiers de doléances après les gilets jaunes. Il a demandé à toutes les mairies de se réunir, de faire des propositions. C'est son grand truc, c'est beaucoup de blabla. Finalement, on en arrive à quelque chose de très simple. Vous l'avez dit, Alex, tout à l'heure. La vraie question, c'est celle du budget. Bien sûr. C'est celle du budget. De revaloriser. C'est de savoir demain si la santé va devenir finalement un privilège de riches. Le problème aussi, c'est effectivement le budget, mais c'est aussi des études, c'est numerus clausus. On a aujourd'hui des étudiants qui partent à l'étranger, en Roumanie ou en Pologne, pour faire leurs études de médecine, parce qu'en France c'est trop compliqué, parce qu'on va avoir les meilleurs médecins alors qu'on n'en aime pas beaucoup. Donc il y a aussi ça, il y a l'éducation et les études. Il faut donner envie aux jeunes, à nos jeunes, de faire médecine et de s'investir pour la santé des Français. Je l'ai déjà dit ici, mais un médecin m'a raconté avoir retrouvé une de ses infirmières qui a démissionné dans une boulangerie. C'est-à-dire que boulangère, elle gagne à peu près le même salaire, elle a des horaires fixes et elle a une qualité de vie meilleure, alors que c'est un métier pour lequel qu'elle avait choisi. Sauf qu'aujourd'hui, c'est un vrai sacerdoce et dans des conditions qui sont terribles. Merci à tous les quatre. Très bon week-end. On se retrouve lundi pour d'autres infos. Très bon week-end sur Sud Radio.